Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire heu, en partenariat aujourd'hui avec le docteur Sina Gombert. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour votre invitation et ravie d'être là. Mais merci surtout à vous d'avoir accepté, donc c'est vraiment un vrai honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous pour parler du coup d'un sujet, qui je pense est très récurrent en consultation, l'accompagnement des particularités de la périménopause. Donc je vais évidemment, vous laisser la parole très, très bientôt. Simplement peut-être pour vous introduire, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, le docteur, Sina Gombert est docteur en médecine générale et puis, de là à ajouter énormément d'autres outils et d'autres, particularités aussi à sa pratique pour s'approcher d'une médecine, fonctionnelle, d'une médecine, je pense aussi un peu plus holistique. Donc c'est ça qui vous donne aujourd'hui, toute cette belle expertise. Alors, nous sommes très nombreux aujourd'hui au vu, de la chance que nous avons de vous avoir. Donc pour que tout soit clair au niveau pratique, vous pouvez évidemment discuter tout au long de la présentation dans l'onglet «Discussion». Merci peut-être de partager vos questions directement dans l'onglet Q&A pour que nous ayons, plus facile d'y revenir à la fin de la présentation et nous nous ferons évidemment un plaisir, d'y répondre. Je vous laisse la parole, je vous laisse profiter de ce moment. Merci encore à vous. Merci Flavie. Petit bug, je vais me mettre en pas déranger. Bienvenue à toutes et à tous. Et merci pour votre intérêt pour ce sujet qui me passionne beaucoup, même si je n'y suis pas encore tout à fait moi-même, mais toutes les femmes qui vont vivre jusqu'à un âge de pouvoir y passer vont y passer, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit nos patientes, nos clientes, nos accompagnantes, nos mères, nos sœurs, nos amis. Donc, je pense que c'est très important de pas uniquement mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps lors de cette phase qui n'est pas encore suffisamment bien, à mon avis, expliquée, présentée aux femmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette transition la plus agréable et la plus équilibrée possible, car ce n'est pas une transition à ignorer, c'est une transition avec énormément d'impact sur le corps physique, sur les émotions, sur la partie mentale de la femme et avec cela aussi sur son entourage, sur sa famille et aussi sur la société. Pour moi, il y avait vraiment deux grands buts dans cette présentation. Si vous êtes vous-même médecin, pour moi, il était important de vous transmettre l'idée de pouvoir d'un côté peut-être avoir plus de clés, plus d'outils à accompagner vos patientes du point de vue tout ce qui est hygiène de vie, parce que les instances nous disent règles hygiéno-diététiques d'abord pour la plupart des choses, mais sans nous dire qu'est-ce que ça veut dire. Et manger sainement, bouger plus, ça c'est quelque chose qui est complètement inadapté car cela veut dire des choses différentes pour des problématiques, questions différentes et aussi pour les personnes différentes. Pour moi, donc, c'est important de vous donner un peu plus de clés, d'outils, d'accompagner vos patientes avec des conseils précis au niveau d'hygiène de vie, ce qui est un sujet assez large, qu'est-ce que c'est l'hygiène de vie, et aussi de vous permettre de mieux comprendre la différence qu'il y a entre les recommandations internationales et les recommandations en France concernant le traitement hormonal substitutif. La France, encore une fois, à mon avis, les recommandations ont minimum 20 ans de retard. Et en tant que médecin, nous devons ça à nos patientes d'être à jour de la science et non pas à jour des recommandations qui sont elles-mêmes en retard. J'espère que pour celles et ceux d'entre vous qui avez un peu plus de réserve concernant le traitement hormonal, vous allez pouvoir être plus à l'aise. Si vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes un professionnel dans un domaine autre, que vous soyez un paramédical, que vous soyez naturopathe, diététicien,
Ici, l'idée aussi, c'est, j'espère, vous aider à approfondir un peu plus vos connaissances concernant les outils que vous avez à votre disposition pour accompagner les femmes sur le plan d'hygiène de vie, certains compléments alimentaires, bien sûr aussi, et vous donner aussi un peu plus de compréhension ou d'intérêt que vous allez pouvoir transmettre à vos consultantes ou patientes sur l'intérêt du traitement hormonal et à quel point on a ce choix à transmettre à la femme, à quel point on peut dire que ce qu'on a pu faire du non médicamenteux a été fait et maintenant il y a quand même un intérêt d'être intégratif, d'être holistique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot, mais ils oublient que intégratif n'exclut pas la pharmacologie, ça l'intègre. Eh bien, s'il vous plaît, n'hésitez pas avec vos questions. Je vais essayer de répondre au maximum et on va voir aussi au fur et à mesure si tout est clair pour vous. Alors, je me disais que ça peut être une bonne idée de reprendre un petit peu les définitions. Qu'est-ce que c'est la périménopause, la préménopause, la ménopause? Eh bien, une chose que je vais régulièrement expliquer à mes patientes, c'est que, premièrement, le mot ménopause ou préménopause, je le trouve assez idiot depuis environ 15 ans, depuis que je suis interne. Parce que ce mot décrit un jour dans la vie d'une femme, c'est-à-dire le jour du diagnostic, le jour d'anniversaire de 1 an sans règles. Alors que biologiquement, dans son corps, c'est un processus qui commence entre 35 et 40 ans, selon la femme, parfois plutôt dans des cas plutôt maladifs, et qui ne va jamais se terminer. Donc, ce n'est pas un jour. Officiellement, on va distinguer la préménopause et la périménopause. La préménopause, typiquement, on parle des changements hormonaux initiaux. Selon la femme, ça peut être plus ou moins marqué. Et selon la femme, ça peut être un ou plusieurs symptômes. Ça, c'est quelque chose que je remarque pour toute question hormonale. C'est-à-dire que même s'il y a des symptômes qui sont le plus fréquemment présentes, les présentations frustrent, autrement dit, les présentations qui ne sont pas exactement comme décrit, sont beaucoup plus fréquentes que ce que on nous laisse croire ou ce que moi je croyais pendant mes études. Les changements hormonaux dus à une insuffisance hormonale, c'est un petit peu comme un buffet et chaque corps, chaque individu prend de ce buffet, ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont prendre un petit peu de tout, il y en a certains qui vont prendre juste d'un seul plat, il y a d'autres qui vont se servir à plusieurs reprises. Donc, quand vous lisez ici les symptômes, gardez en tête que ce n'est pas une présentation unique. Chaque femme peut en avoir un ou plusieurs. La plupart du temps, on va observer qu'il y a des changements au niveau du cycle. Il peut avoir un syndrome prémenstruel qui apparaît alors qu'il n'était pas là avant, ou bien s'il était là avant, il peut s'intensifier. On observe souvent une fatigue plus importante sur la partie lutéale, qui peut être due souvent à une production de progestérone insuffisante ou bien une baisse de testostérone. Avec cela, mêmes hormones vont aussi causer par leur manque plus d'anxiété, irritabilité, et on peut avoir ce qu'on appelle dans le monde fonctionnel, on appelle la dominance estrogénique. C'est pas un diagnostic, hein, c'est un rapport qu'on va utiliser dans les approches intégratives. Mais donc, on a des tensions mammaires, on a ce côté de douleur pelvienne, et à cela peut s'ajouter des choses qui sont en dehors du cycle. Donc, les choses qui vont être des crampes musculaires, des soucis digestifs, des fluctuations d'humeur, de l'acné qui vient, une sensibilité chimique ou physique qui s'installe. Donc, quand on voit ça, bien évidemment, on peut penser à plein de causes différentes. Donc, c'est important aussi, notamment pour ceux d'entre vous qui ne sont pas médecins. Nous, les médecins,
ça, on est vraiment coaché pendant des années à ne pas s'enfermer dans un seul diagnostic et à considérer plein de choses. Beaucoup d'autres professionnels aussi, mais je remarque que quand on a moins ce côté expérience derrière, on peut s'enfermer tout de suite dans notre première suspicion. Bien évidemment, il faut éliminer tout autre déséquilibre hormonal ou tout autre problème médical avant de conclure que ce sont des changements peut-être liés à la préménopause. Ça peut commencer à partir de 35 ans, 40 ans, ça dépend de la femme. Et ensuite, il y a cette période de périménopause où, hormonalement parlant, on est vraiment pas très loin de la ménopause. On a des taux d'œstrogène et de progestérone quand même relativement bas et on a la FSH et LH qui vont être le plus souvent hauts. Biologiquement parlant, dans le bilan, préménopause entre 35-40 ans, enfin on va dire 40 ans et 45 ans, voire jusqu'à 50 ans, il y a vraiment des grandes fluctuations qui sont dues au fait qu'on a une baisse de production d'estrogène, le cerveau va sécréter plus de FSH-LH pour stimuler les ovaires, donc FSH-LH monte, les ovaires qu'on vient d'engueuler là par le cerveau, ils vont donner tout ce qu'ils peuvent, ils vont sécréter autant d'estradiol qu'ils peuvent, l'estradiol monte dans le sang, FSH-LH chute. Donc, selon le moment où on tombe, le bilan hormonal peut être un bilan hormonal qui ressemble à une femme ménopausée depuis 20 ans ou bien à une fille de 20 ans. Donc, c'est pas le bilan hormonal, c'est pour ça que beaucoup de gynécologues le considèrent pas forcément utile, c'est parce qu'il ne sert, il n'est pas un bon moyen diagnostique à cause de cette fluctuation. Et cette fluctuation va être ressentie par la femme. La plupart des femmes sentent qu'il y a un yo-yo dans leur corps qu'elles ne peuvent pas bien expliquer, mais ils sentent que c'est pas leur équilibre. Donc, périménopause, on a souvent les cycles qui vont devenir très irréguliers, donc les cycles qui vont être plus rares, avec des règles parfois plus longues ou abondantes. On peut avoir des bouffées de chaleur qui apparaissent, et les autres symptômes qui montrent vraiment qu'il y a une aggravation de manque hormonal. Gardez en tête que c'est très transitoire. Il y a des femmes qui peuvent avoir ces symptômes à partir de 40 ans et il y a des femmes qui, à 50 ans, voire 53 ans, j'ai une patiente, elle a 53 ans, j'ai une autre, elle a 52 ans, elle a ses cycles tous les 28 jours. Nickel. Donc, c'est pour ça que la définition de ménopause 12 mois sans règles est débile. On peut avoir un manque hormonal très important en continuant de saigner toutes les 4 semaines. On peut aussi avoir encore une présence hormonale intéressante alors que les cycles sont irréguliers. Ce n'est pas un bon marqueur clinique si on se concentre que là-dessus. Puis la définition de ménopause, on a la ménopause officiellement définie encore par les instances comme 1 an sans règles. Donc, ce qui est important ici, c'est que rien n'a changé sur le plan que ça reste une évolution. C'est-à-dire que même une fois qu'on est à la ménopause, c'est pas comme si, nickel. Non, on est dans un état de carence hormonale profonde et cette carence hormonale va avoir son impact sur le corps, avec des problèmes cardiovasculaires, avec des problèmes urinaires et génitales, avec des problèmes sexuels, typiquement grande baisse de libido, baisse de plaisir sexuel par la sécheresse, par le manque de lubrification, douleur, etc. On a un état inflammatoire parce que nos hormones sexuelles régulent notre système immunitaire qui peut se montrer différemment. Ça peut être les douleurs articulaires ou les raideurs musculaires, ça peut être un état d'anxiété, ça peut être un état de dépression. Typiquement, on a un sommeil qui devient de mauvaise qualité, qui peut aussi être différent d'une personne à l'autre. Ça peut être souci d'endormissement, ça peut être les réveils nocturnes, ça peut être le fait qu'on dort d'une traite, mais on se réveille à peu près aussi fatigué que quand on s'est couché. Et ça peut être tous les trois, bien sûr. Donc, on a cette compréhension pour moi qui est importante. Vous me dites si c'est clair pour vous. Le manque des hormones sexuelles va impacter
toutes les structures de notre corps, sans exception. Donc, je vous ai mis, il y a très souvent une hypothyroïdie qui peut s'installer. Enfin, très souvent, c'est dans ma perception biaisée, parce que c'est ce que je vois très souvent dans ma pratique. Je ne peux pas vous dire le pourcentage exact, mais on a le risque d'hypothyroïdie nettement plus élevé pendant cette transition vers la ménopause et bien sûr aussi après la ménopause. Et cette transition finalement de dégradation de certaines fonctions du corps va continuer une fois même le diagnostic posé. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça y est, on est arrivé à la ménopause qu'il y a certaines choses qui vont disparaître. Non, les choses qui sont apparues risquent de s'aggraver et les choses qui ne sont pas apparues risquent d'apparaître. La seule chose, le seul symptôme qui parfois disparaît, pas chez toutes les femmes, c'est les bouffées de chaleur. L'hypothèse principale est que les bouffées de chaleur, s'ils sont dus principalement au manque d'œstrogène, ils peuvent être compensés par les taux de testostérone. Quand on a une baisse d'estrogène, on a aussi une baisse de la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, la protéine liante estradiol et testostérone, ce qui fait qu'on a une augmentation de la testostérone libre dans le corps. La testostérone, parmi ses fonctions très intéressantes pour la femme, va aussi gérer sa régulation de la température. Et donc, petit à petit, elle peut prendre le relais sur certaines fonctions et améliorer la gestion de la température et les bouffées de chaleur peuvent disparaître. Elles ne disparaissent pas toujours, elles n'apparaissent pas toujours, pas toutes les femmes vont avoir les bouffées de chaleur, mais ça c'est le seul symptôme qui peut disparaître. Tout le reste, problèmes cardiovasculaires, problèmes musculaires, problèmes osseux, problèmes liés donc à notre cerveau qui se décompose, problèmes liés à notre système digestif qui n'est plus entretenu, tous ces problèmes-là risquent plutôt de s'aggraver. Et ça va se voir pas uniquement au niveau des symptômes, ça va se voir au niveau de la qualité de vie, bien sûr la vitalité et aussi l'envie de vivre, le plaisir de vivre de la femme, ça va se voir sur sa prise de sang avec perturbation de certaines choses, notamment le bilan lipidique et les marqueurs inflammatoires. Donc tout ça, c'est un processus qui va commencer vers 35-40 ans, la plupart du temps plutôt vers la fin de trentaine, début quarantaine, et qui ne va jamais se terminer parce que notre vie se termine le jour de notre mort et non pas parce qu'on a posé un diagnostic. Eh bien, là-dessus, j'aimerais bien introduire un concept introduit par le gynécologue Dr Mouli, que certains d'entre vous ont peut-être déjà connaissez déjà, parce que j'avais partagé pas mal de choses qu'il fait sur mon profil. Le Dr Mouli propose de remplacer le terme préménopause-ménopause par la DOLA, diminution œstrogénique liée à l'âge, que je trouve très intelligente, que je trouve beaucoup plus adaptée à ce qui se passe, car on a une description de ce qui se passe en vrai, on a une description qui est progressive et on a un diagnostic à ce moment-là, la DOLA, qui, nécessite une prise en charge et non pas juste dire c'est naturel, prenez un antidépresseur. Et 2, il nécessite une approche globale parce que quand on sait que les estrogènes impactent toutes les choses de notre corps et pas uniquement la fertilité, on sait qu'on a besoin de s'occuper de tout notre corps et pas uniquement de l'utérus. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui sera à un moment écouté par les instances. Pour le moment, j'ai l'impression que Dr Mouli est peu cité, ou à mon avis pas assez cité, pas assez remercié pour son engagement pour les femmes, car c'est le premier gynécologue français qui s'engage pour les femmes à ce niveau-là et qui s'engage pour la partie préménopause et ménopause à ce niveau-là. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'a pas la reconnaissance suffisante. Alors, 2 hormones desquelles j'aimerais quand même parler aussi, c'est la testostérone et les DHOA, les hormones androgènes. Donc, chez la femme, petit rappel, la DHOA est produite exclusivement dans le surrénal, la testostérone est produite la moitié dans les ovaires
et l'autre moitié dans les surrénales, en partie directement en tant que testostérone, en partie en tant que DHOA qui sera transformé dans la testostérone dans les tissus. La testostérone et la DHOA en soi ne sont pas censées être complètement disparues avec les processus de périménopause et ménopause, officiellement. Parce que nos ovaires continuent à produire la testostérone, même une fois ménopausés, et nos surrénales continuent à produire la DHOA et la testostérone, même ménopausée. Cependant, en cas de stress chronique, et ça c'est un cas qui est aujourd'hui présent pour énormément de femmes, des hommes aussi, mais on parle des femmes aujourd'hui, et on voit une diminution parfois relativement tôt. Donc j'ai mis dès la quarantaine, ça c'est la diminution naturelle. Mais on peut voir vraiment une testostérone ou une DHOA ou les deux dans les chaussettes, mais vraiment effondrée alors que la femme a 37 ans ou 40 ou 45. Donc ici, souvent, ça, c'est l'activation inadaptée trop importante de l'axe hypothalamus-hypophyse surrénal, notre axe HHS ou HPA en anglais, sécrétion donc importante en continu du cortisol, qui est physiologique, c'est la réponse au stress chronique, mais qui va avoir différents risques. Et parmi ces risques, on a la baisse de testostérone. Donc, la testostérone et la DHOA sont surtout discutées par rapport à la libido et le plaisir sexuel, mais c'est pas que ça. La testostérone, très importante pour la qualité du sommeil, notamment sommeil profond, très importante pour la lubrification, que ce soit vagin, que ce soit les yeux, que ce soit la peau, que ce soit les articulations. La testostérone et la DHOA ont un impact régulateur sur le système immunitaire, donc ça régule notre réponse inflammatoire, et ils ont un impact sur notre mental. La testostérone, notamment associée avec l'élan, la motivation et donc la confiance en soi, ça c'est plutôt la suite. La résilience émotionnelle, gardez en tête, hein, elles ne sont pas les seules qui font ça, hein, mais avec une testostérone effondrée, souvent, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un sommeil non récupérateur, donc un tableau d'encéphalomyète myalgique, la femme se réveille épuisée, fatigue chronique, baisse d'élan, baisse de motivation, souvent morale bas, voire dépression. Pas tant que ça l'anxiété, hein, ça c'est pas trop un truc qui s'installe avec la baisse de testostérone, ça c'est plutôt les estrogènes et la progestérone, mais ce côté down qu'on peut voir, on a souvent, on peut avoir une présentation, on est très réactif dans le sens où on a vraiment zéro tolérance aux aléas de la vie ou aux autres qui peuvent avoir leurs propres aléas de la vie, donc on a une tolérance bien baissée si la résilience émotionnelle est diminuée. Donc, ce sont des hormones très importantes pour la femme également. Et parmi leurs effets, l'effet le plus reconnu par les instances, c'est la libido et le plaisir sexuel. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. En fait, pour être franche, je ne sais pas où les voir. Ah, peut-être ici. Mais pour le moment, pas de questions. Alors, on continue. Alors, regardons un petit peu la différence entre la vision au niveau hormonal de la périménopause, préménopause en France versus international. Donc, international, c'est la NAMS, la North American Menopause Society, SAM, Nice, Australie, et sinon il y a l'IMS, International Menopause Society, qui regroupe les recommandations qui vont être assez similaires à la NAMS et à la NICE, ça c'est la Grande-Bretagne,
mais qui sont quand même assez différentes par rapport aux recommandations qu'on a en France. Donc, DHA et testostérone au niveau international sont reconnus comme utiles, notamment s'il y a un déficit clinique. Et à l'international, la testostérone est autorisée chez la femme pour les soucis de dysfonction sexuelle et notamment une baisse de désir sexuel et de plaisir sexuel. Elle reste quand même souvent utilisée au RMM, mais il y a une notification quand même de l'utilité de la testostérone à l'international. Et la DHA, il y a aussi une utilité qui peut être reconnue, mais plutôt en dernière intention. Il y a pourtant des études qui sont assez intéressantes sur les potentiels effets bénéfiques de la DHA en cas d'insuffisance, bien sûr. Et donc, en France, on a une approche hormonale qui va être surtout autour des estrogènes et la progestérone après la ménopause. Ça c'est un point qui continue à être souligné dans les recommandations officielles, alors qu'à niveau international, on a souvent le fait que l'utilisation de la prescription hormonale et elle est tout à fait possible avant la ménopause s'il y a un déficit clinique et parfois il y a aussi une intégration d'androgènes. Donc, on a une vision quand même un petit peu plus large et un peu plus centrée sur les besoins de la femme à l'international et beaucoup plus centrée sur le diagnostic, c'est-à-dire ménopause, en France. Alors, parlons à ce moment-là de qu'est-ce qui se passe. On a donc la fluctuation hormonale qui va le plus souvent, encore une fois, garder en tête que ça peut être assez différent d'une femme à l'autre. Le plus souvent, on a la première hormone qui va se sentir en tant que manquante, c'est la progestérone. Et avec la progestérone manquante, le plus souvent, on a un syndrome prémenstruel ou les règles douloureuses qui soit s'installent, soit s'aggravent. Parfois, il y a un spotting qui apparaît. On a les règles qui peuvent devenir plus courts ou plus longs. Et souvent, on a des cycles plus longs ou plus courts et souvent des cycles anovulatoires. Donc, gardez en tête que la progestérone, son rôle principal, c'est calmer le jeu. D'accord ? C'est ce qu'elle fait. Partout dans le corps, c'est l'estradiol, elle est stimulante, c'est la pom-pom girl, et la progestérone, c'est celle qui dit non, mais tranquille, voilà. Donc, au niveau de notre système nerveux, son action, alors c'est pas l'action de progestérone, c'est l'action de l'alloprénanolone, donc c'est la progestérone transformée par le foie, et quand on a une baisse de progestérone, eh bien, ce côté calmant manque. Et ça peut se voir sur le plan physique, avec plus de tension, plus du coup de choses de stimulation. Sur le plan de sommeil, manque de sommeil parce que manque de calme, un sommeil perturbé, ou sur le plan mental avec irritabilité, anxiété, etc. Et le système nerveux, pour moi, c'est la plupart du temps, c'est quand même la chose qui va être la plus embêtante pour les femmes. On a passé tellement de temps à entendre que les règles douloureuses et le syndrome prémenstruel, ça, c'est pas quelque chose suffisamment grave. Et par contre, sentir qu'on a une irritabilité, une anxiété de fond, alors qu'on c'est pas nous, ou peut-être qu'on a tendance à être anxieuse, mais pas tout le temps. Ou bien peut-être on connaît notre anxiété de fond, mais là, elle est élevée. Ça, c'est quelque chose souvent rapporté en première intention. Trouble du sommeil et ce côté tendu de notre système nerveux, parfois qui va pouvoir s'accompagner aussi avec un moral qui baisse, tout simplement parce qu'on ne se sent pas bien, et qui peut s'accompagner avec le début de troubles amnésiques, de brouillard mental, de difficultés de concentration et de difficultés de bien utiliser notre mémoire. Et donc à ce stade-là, malheureusement, beaucoup de femmes vont se voir proposer un traitement psychotrope, un traitement anxiolytique, un traitement antidépresseur, alors qu'on est dans un état de manque hormonal. Les traitements psychotropes,
ont, à mon avis, un profil d'effets secondaires bien plus lourd que les traitements hormonaux correctement conduits. Parce que quand une hormone remplace un manque, il y a quand même relativement peu d'effets secondaires versus les traitements psychotropes qui ont énormément d'effets secondaires à court et à long terme. On a donc, comme on a dit, un état inflammatoire qui s'installe et qui peut se montrer aussi différent selon la femme. Parfois, ça peut être des migraines, parfois, ça peut être des troubles digestifs, parfois, ça peut être des douleurs articulaires, parfois, ça peut être une prise du poids, parfois, ça peut être un impact sur quelque chose d'autre, sur la peau, sur la thyroïde, etc. Donc, à savoir que ce côté inflammatoire, il est de bas grade, ce n'est pas une inflammation extrêmement flagrante et ce n'est pas toujours visible sur les prises de sang. Et il est bien sûr différent d'une femme à l'autre. Donc, c'est ça ce qui rend parfois le diagnostic plus compliqué. Et bien sûr qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas parce qu'une femme a 45 ans que c'est forcément la baisse des estrogènes qui doit lui donner ses douleurs articulaires ou ses migraines. Il ne faut bien sûr pas oublier que ce sont des symptômes qui peuvent être dus à plein d'autres problèmes et il faut faire un bilan suffisant pour éliminer les autres problèmes. Donc, pour les praticiens d'entre vous qui ne sont pas médecins, gardez ça en tête. Même si une femme vient vous voir avec l'idée précise je souhaite être accompagnée pour ma préménopause, n'oubliez pas d'insister, de la référer vers son équipe médicale pour qu'on soit sûr qu'il n'y a pas d'autres raisons, d'autres diagnostics à poser et à traiter. Okay. Comme on a aussi mentionné, un des symptômes très fréquents de la préménopause, c'est la perturbation du système cardio-métabolique. On a un effet régulateur et protecteur de nos estrogènes sur notre système cardiovasculaire et métabolique. Et donc, on commence à avoir une sensibilité à l'insuline qui baisse. On a donc un risque accru de résistance à l'insuline, même si on mange sainement. On commence à avoir un effet des lipidiques perturbateurs. On commence donc souvent à avoir une hausse du cholestérol, notamment LDL, et une baisse HDL. Ça, c'est... Excusez-moi. Hop. Je meurs de chaud. Ça, c'est important à garder en tête. Encore une fois, il faut penser à d'autres possibles diagnostics, mais ça, c'est important à garder en tête de préciser est-ce que ces changements viennent alors qu'il n'y a pas de changement dans le mode de vie. Donc, si on a une baisse de HDL, une hausse de LDL, alors que la femme fait autant de sport qu'avant, si on a une insuline et un indice HOMA qui monte alors que la femme mange aussi bien qu'avant, ça, c'est particulier. Et puis, on a souvent ce phénomène de répartition de notre graisse et notre muscle. Donc, on n'a pas toujours une prise du poids. Ça peut, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir un phénomène de répartition que les femmes ne vont pas toujours signaler. Donc, pensez-y à le demander. Qu'on a davantage de graisse abdominale et on sent qu'on a besoin d'être beaucoup plus strict sur notre métabolisme qu'avant. Ça, c'est en partie dû à la baisse d'estrogène. En partie, c'est aussi la testostérone et la DHOA qui nous aident à rester svelte. Mais la baisse d'estrogène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous androgénise. Pensez toujours SOPK. SOPK, c'est pas trop d'androgène. C'est rarement le cas. SOPK, c'est pas assez d'estradiol, pas assez d'estrogène. Donc, pas assez d'hormones féminines fait qu'on se masculinise. C'est entre guillemets, c'est un petit peu, on va dire, métaphorique pour vous dire. Donc, on a cette prise du poids qui va être aussi un peu plus androgène autour du ventre. Pourquoi? Parce qu'on a une baisse d'estrogène. Pas forcément parce qu'on a trop d'androgène. Mais quand vous pensez aux femmes, vraiment femmes très âgées,
quand vous regardez un petit peu leur présentation avec les cheveux qui deviennent beaucoup moins denses. On a souvent un côté dégarni aussi qui s'installe. On a souvent cette prise de ventre avec les courbes naturelles qui s'aplatissent. Ça, c'est une présentation plus androgène parce que la testostérone a pris le relais, mais peut-être un peu trop. Et un organe très important duquel il faut parler, c'est tout ce qui est musculo-squelettique. Quand on a une baisse d'oestrogène, on a une baisse d'activation des ostéoblastes, les petites cellules qui nous forment et entretiennent nos os. Donc, on a une baisse progressive de la densité osseuse, on a une baisse de métabolisme musculaire, donc on a une diminution de la masse maigre qui commence et donc on a moins de protection musculaire, articulaire, on a donc forcément plus d'impact sur nos articulations. Le muscle, c'est un organe sécréteur. Il sécrète des différentes molécules importantes qu'on appelle les myokines et ce sont typiquement les molécules qui ont comme rôle de diminuer l'état inflammatoire dans le corps. En plus, les myokines impactent beaucoup notre système nerveux. Les myokines vont soutenir le renouvellement de notre cerveau, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Puis, le muscle, c'est l'organe le plus dense en mitochondries. Donc, moins on a de muscles, moins on a une production d'énergie par les mitochondries et donc plus on a de fatigabilité. Ce qui fait que même si c'est pas à 40 ans, hein, mais ça commence à partir de ce moment-là, on commence à voir qu'on a plus du mal à récupérer, on peut avoir plus du mal à entretenir notre masse musculaire, on a donc cette modification de la composition corporelle et on commence tout doucement ce processus de fragilisation. Si il y a quelque chose qui tue le plus les femmes, ça c'est pas le cancer de sein, c'est les problèmes cardiovasculaires, c'est les cancers d'autres types et c'est la fragilisation et tout ce qui est lié avec. Quand les problèmes de démence, les problèmes de chute, les problèmes de dépendance, par lesquels, par la suite, tous les autres systèmes vont être aussi moins bien entretenus. Puis, il ne faut pas oublier que les estrogènes entretiennent aussi tout ce qui est nos tissus collagéneux. Donc, ça, c'est la peau et les muqueuses. La peau, bon, ça, c'est visible. Les muqueuses, on pense toujours aux muqueuses vaginales et à la sécheresse, mais non, on a des muqueuses partout. On a des muqueuses sur tout notre système digestif. On a des muqueuses qui entretiennent ce côté de mouvement, de lubrification et de nettoyage du corps. Donc, à ce moment-là, on a la sécheresse vaginale, c'est pas un symptôme à négliger, c'est quelque chose qui par la suite fait en sorte qu'il peut avoir une modification de la vulve avec un lichen, il peut donc avoir énormément de soucis par rapport à la zone urogénitale et cela pas seulement impacte la qualité et le bien-être au quotidien, la qualité de vie et le bien-être au quotidien, mais aussi c'est une porte d'entrée pour plus d'infections. Hein? Donc, on a tous ces enjeux métaboliques qui en ressortent avec donc plus de résistance à l'insuline, enfin en tout cas le risque. On a un ralentissement métabolique basal par la baisse d'activité mitochondriale. On a le changement avec la composition corporelle. Et à ce moment-là, chez les femmes qui ne le connaissaient pas, eh bien, ça peut arriver plus particulièrement des envies alimentaires compulsives, des hypoglycémies réactionnelles, donc les hypoglycémies fonctionnelles dans le sens où c'est typiquement pas une vraie hypoglycémie, mais juste une chute de glycémie qui va être perçue comme une hypoglycémie et avec plus de fatigue. Donc là, on a vraiment besoin d'adapter notre alimentation de manière à contrer tous ces changements. Et là-dedans, là-dedans, on a
Bon, je pense que si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous savez que je vais parler des protéines. Les protéines, c'est non négligeable à ce stade-là, si on les négligeait jusque-là. Et on a un objectif qui va être plus élevé que pour une femme de 20 ans qui a encore ses hormones et ses cellules souches qui peuvent contrer le manque de protéines. Pas seulement pour le maintien de la masse musculaire, mais pour le maintien d'équilibre hormonal en mieux en général, pour la satiété et aussi pour tout ce qui est neurotransmetteurs et thyroïde. Là, mon objectif va pas être de 0,8 à 1,2 g par jour, comme ça serait pour une femme jeune. Là, ça va être minimum 1 g par jour et en mieux, ça serait même 1,5. Alors, je dis toujours que c'est important quand même de s'adapter à la femme, c'est-à-dire que si votre patiente ou consultante, vous la rencontrez et elle est à environ 20 grammes de protéines par jour, la passer de 20 grammes à 75 grammes en une fois, eh bien, ça va être compliqué. Son système digestif va se rebeller et son système digestif va lui conseiller de ne pas revenir vous voir. En plus, son système digestif va lui dire d'abandonner ce conseil. Donc, c'est important d'y aller par étapes. Et pour ces femmes-là, la première étape va peut-être être 0,8, puis 1, puis on verra si on peut aller plus loin. Donc, c'est quelque chose où on a besoin de s'adapter à notre patiente, mais on a un objectif qui est plus élevé que pour une femme avant 35 ans. Alors, sur les réseaux, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire des 30 grammes protéines par repas. C'est venu des études que je vous ai citées en bas. Eh bien, on a observé que quand on mange 0,4 grammes par kilogramme par repas de protéines, on a une stimulation optimale de la synthèse protéique musculaire. Donc, les experts comme Dr Gabriel Lyon, ils parlent toujours de cette utilité dans la synthèse de protéines. Sauf que 0,4 g de kilogramme par repas, ça donne 30 grammes si on pèse 75 kg. Et ça, c'est pas toutes les femmes. En plus, comme moi, je calcule leurs besoins, je ne le calcule pas forcément pour le poids qu'elles font actuellement. Je le calcule pour leur poids optimal. C'est-à-dire que si actuellement elles pèsent 75 kg, mais à la base, c'est pas du tout son poids, elles se sent pas du tout bien avec 75 kg, et elle veut peser 60 parce que c'est son poids d'équilibre à, je sais pas, à 1,65 m, eh bien, je vais calculer pour un besoin de 60 grammes, 60 kg. Donc déjà, les 30 grammes, pour tout le monde, c'est pas tout à fait adapté. Gardez plutôt en tête que c'est 0,4 grammes par kilogramme par repas, à condition qu'on mange 3 repas par jour et donc 1,2 g de protéines par kilogramme du poids par jour reparti en 3 fois. Là, c'est que les études ont vu qu'une distribution équilibrée sur 3 repas est nettement mieux pour l'entretien et la synthèse musculaire que si on donne tout le midi ou encore pire, le soir. Et puis, il faut savoir que la majorité de ces études ont été menées sur des personnes âgées. La majorité ont été également menées sur les hommes. Donc, on a un effet anabolique, donc un effet d'entretien et de renouvellement qui est beaucoup plus bas, plus on avance dans l'âge. Et on peut développer ce qu'on appelle une résistance anabolique, c'est-à-dire que pour entretenir nos tissus, il nous faut une stimulation beaucoup plus importante que ce que c'était le cas avant. Donc là, les études montraient surtout l'intérêt de leucine. Leucine, un acide aminé, présente majoritairement dans quelle source ? Viande rouge surtout, bien sûr, le bœuf. Donc, bien sûr qu'on peut aussi supplémenter pour les végétariens et les véganes, mais la viande, notamment la viande rouge, pour moi, ça reste un nutriment par excellence. Donc, c'est de là que vient cette notion de 30 grammes de protéines par repas. C'est assez ridicule de l'appliquer à tout le monde, à mon avis. C'est important de calculer le besoin par rapport à la personne qui est devant vous, et aussi, c'est important de calculer qu'est-ce qu'elle est capable de mettre en place dès maintenant. Il sera donc
plus utile de lui dire, donc si notamment beaucoup de mes patientes, elles vont arriver, elles mangent 25-30 grammes de protéines le midi parce qu'elles mangent voilà, un steak de 150 grammes ou une cuisse de poulet ou quelque chose qui va être l'équivalent de 25-30 grammes de protéines, mais le matin et le soir, il n'y a presque rien. Donc pour moi, ça serait important de d'abord commencer à introduire 10-15 grammes le matin et 10-15 grammes le soir ou au goûter plutôt que viser tout de suite la perfection. Par rapport au soir, ça dépend aussi quel est le soir. Si c'est un soir méditerranéen, comme on a souvent en France, donc si le repas du soir est pris à 21h, non, on ne va, enfin, moi je déconseille de viser 0,4 grammes de kilogramme de protéines par kilogramme du poids par repas. Ça ferait indigeste et ça pourrait impacter de manière assez négative le sommeil. Donc, on va plutôt viser un goûter protéiné et un dîner un peu plus léger. Donc, ça, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez assez facilement transmettre à vos patientes et consultantes. Donc, on a une résistance aux protéines qui va être plus facilement augmentée. On a donc besoin d'insister davantage sur la réduction de sucre. Attention parce que pour la plupart des gens, le fait de manger suffisamment de protéines produit suffisamment de satiété pour ne plus avoir envie du sucré, pour ne plus avoir la place en fait. Donc, c'est important aussi de prévenir vos patientes, de dire que ça ne sera pas un sentiment de manque. Certes, il y aura peut-être 3-4 jours de transition, mais par la suite, ça ne sera pas un sentiment de manque parce qu'on aura suffisamment de satiété, parce qu'on mange suffisamment de protéines et parce qu'on a arrêté de penser que parce qu'on mange un œuf le matin, c'est bon. Donc, la plupart du temps, le fait de manger suffisamment de protéines, c'est pour ça que je vais commencer par ça avant de le dire, de diminuer le côté sucré. Le fait de manger suffisamment de protéines, suffisamment de graisse, ça nous fait mieux, ça nous contrôle mieux notre satiété et donc ça nous laisse tout simplement moins de place pour tout le reste. Donc la plupart du temps, je vais leur proposer de tendre vers une alimentation inspirée du paléo. Je vais leur conseiller d'acheter des livres de recettes paléo. J'aime pas le terme anti-inflammatoire, même si je vous l'ai mis, parce qu'anti-inflammatoire, ça veut tout rien dire. Mais ici, l'idée, c'est pas forcément être paléo strict, mais d'avoir cette inspiration, de d'abord voir notre apport en protéines, en graisse, en légumes, fruits, et après on verra pour le reste. Donc l'idée, c'est plus de la priorisation dans notre tête. Ok. Alors, je rappelle ou peut-être que j'apprends pour les personnes qui ne me connaissaient pas, le jeûne matinal est vraiment un non-sens métaboliquement parlant pour une femme, notamment dans cette phase où les hormones font un yo-yo, où c'est complètement déséquilibré, où on est beaucoup plus sensible et on a une tolérance au stress diminuée. Donc, on a besoin de soutenir notre équilibre hormonal, de ne pas augmenter encore plus notre cortisol s'il est déjà haut. Et s'il a du mal à monter, on a besoin de nos protéines et de nos graisses pour stimuler sa sécrétion. On ne va pas risquer. Alors, j'ai mis hypoglycémie. Attention, parce que c'est une hypoglycémie fonctionnelle dans le sens où ce n'est pas une vraie hypoglycémie. C'est juste que la personne, elle a l'impression d'être en hypoglycémie. Elle est irritable, elle est fatiguée, elle a peut-être mal à la tête. Mais sur sa prise de sang, ça peut être 0,75. C'est juste que par rapport à où elle était avant, ça peut avoir une chute qui peut mimer une hypoglycémie parce que c'est une hypoglycémie relative. Puis, on sait que le jeûne matinal, ça aggrave le risque des compulsions plus tard dans la journée, ça aggrave le risque de fatigue et d'anxiété. Et quand on a déjà un état hormonal instable, pour moi, c'est contre-productif. Donc, j'ai mis 25 à 30 grammes de protéines. Bien sûr que ça aussi, ça dépend de la femme. Une femme qui
relativement petite taille et qui est relativement menu, qui pèse peut-être 50 kilos, elle n'a pas besoin de 30 grammes de protéines. 20 grammes, c'est suffira. 0,4 par kilogramme du poids. Donc, c'est à peu près ce que je vais conseiller. Alors, en plus, le petit déjeuner, on a un impact sur toutes les choses qui peuvent s'aggraver dans cette phase de pré-périménopause. Apporter les protéines, ça va aider à réguler la résistance à l'insuline, ça va aider à contrer la perte musculaire, ça va aider à réguler le taux de sucre dans le sang, ça va aider à réguler le cortisol. Puis, on a pas mal d'études qui montrent que quand on a un apport en protéines suffisant dès le matin, on a un impact sur notre humeur et sur notre satiété sur toute la journée. Donc, là-dedans, vous allez voir qu'il y a beaucoup de différents avis et c'est OK, c'est important d'avoir une multitude d'avis dans la vie et en médecine. Et c'est à vous de trouver quel avis est intéressant. Mais par exemple, une de mes formatrices, Dr. Phyllis Gersh, que j'adore et que je trouve extrêmement savante et inspirante sur le plan hormonal, elle va souvent conseiller un petit déjeuner sucré parce que la sensibilité à l'insuline est la plus élevée le matin. Donc, tant qu'à manger sucré, pourquoi pas manger sucré le matin? Oui, il y a cette logique derrière, mais toutes les études qui regardent qu'est-ce qui se passe quand on mange un petit déjeuner riche en sucre et pauvre en protéines montrent que pour le reste de la journée, ça va être très, très, très compliqué. Tous les risques sont aggravés pour le reste de la journée et ça va être beaucoup plus compliqué de s'auto-réguler. Donc, c'est pour vous dire que je pense chacun a son avis et ses explications. Et c'est pas évident de naviguer là-dessus. Donc, gardez en tête que si vous voyez une opinion contraire, qui sait, on n'en sait rien qui est la bonne. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on mange un petit déjeuner suffisamment protéiné? On voit qu'on a un pic de cortisol qui va être plus régulé. Elle monte, mais pas trop. On a une meilleure régulation. On voit qu'on a une insuline plus stable dans la journée. On voit que leptine et gréline, nos hormones de satiété et des hormones de la faim, donc la leptine est augmentée pour le reste de la journée. On a donc une meilleure satiété. La gréline, l'hormone qui fait la faim, est baissée pour le reste de la journée. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qui est moins vu dans les études. La progestérone, c'est mon expérience clinique. C'est que je vois, c'est que petit déjeuner protéiné, presque constamment, je vois une amélioration de la phase lutéale. D'accord? Donc ça, c'est pas des études. Ça, c'est mon observation personnelle. Pas parce que c'était pas vu dans les études, c'est parce qu'il n'y en a pas eu d'études là-dessus. Donc, maintenant, on passe sur les conseils que vous allez pouvoir donner à vos femmes, vos patientes, concernant le sport. Donc, le sport, tout le monde sait que c'est important, mais le renforcement musculaire, la stimulation musculaire deviennent pour moi indispensables à ce niveau-là. D'autant plus que beaucoup de femmes à cet âge-là ont souvent un état de fatigue chronique par le dérèglement ou par le taux sous-optimal des autres hormones. Et notamment si on a un taux sous-optimal de DHEA ou de la testostérone, meilleure façon de les stimuler, c'est le renforcement musculaire. Je comprends absolument toutes les femmes qui n'ont pas envie de le faire parce qu'ils n'aiment pas. Et moi non plus, j'aime pas. Donc, ce n'est plus une question de préférence, c'est un traitement. D'accord? Ça, c'est prescrit, c'est sur les ordonnances. Renforcement musculaire, même si c'est 10 minutes, voire 15 minutes, c'est mieux que rien. Et comme il y a ce côté de répartition de la masse graisseuse et parfois prise du poids, beaucoup de femmes vont augmenter la cardio parce qu'on a toujours cet impact des années 80 où on nous dit de faire plein de cardio pour perdre du poids et pour être plus svelte. Alors, cardio
très utile, hein. Tout ce qui est marche, natation, vélo, zumba, tout ce qui est aérobique, c'est très utile. C'est juste que ça ne va pas pouvoir remplacer la stimulation musculaire faite par le renforcement avec des poids, donc musculation, crossfit, pole dance, pilates, reformeur avec des machines, etc. Insistez là-dessus avec vos patientes et consultantes. Extrêmement important que ça soit quelque chose où on a une stimulation musculaire sans cardio. Parce que, pourquoi c'est important? Parce que moi, ce que je leur dis, je veux qu'il y ait un tout petit peu de courbature le lendemain. Et parfois, elles peuvent me répondre, mais j'ai des courbatures quand je fais ma session d'aquabike. C'est pas les mêmes courbatures. C'est pas les mêmes courbatures. Ce sont des courbatures qui sont plus en lien avec la sécrétion de l'acide lactique et non pas tant que ça en lien avec des microdéchirures qui vont nous permettre une augmentation de la masse musculaire. Donc, minimum 2 séances par semaine, ça c'est le strict minimum si on fait des séances d'une demi-heure, plus si on fait des séances plus petites. Si on fait des séances de 10-15 minutes, eh bien plutôt 3-4 fois par semaine. Et à côté, bien sûr qu'on peut continuer à marcher, à pédaler, à nager, à faire la course à pied si on aime bien, et à faire tout ce qui est cardiovasculaire si on aime bien, parce que c'est utile, juste pas pour la masse musculaire, ou en tout cas pas autant. Et pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment beaucoup le côté régénérateur. Alors ici, Pilates, je parle bien du Pilates sans machine, c'est du faux Pilates. D'accord? Le vrai Pilates, le Pilates réformeur, c'est dans la partie musculation. Donc, ça, c'est bien sûr très, très, très utile, mais plus pour le côté système nerveux et pas tant que ça pour le côté activité physique. D'accord? Alors, après, ça dépend bien sûr quel type de yoga, hein, mais si on a été essoufflé, ça, c'était pas renforcement musculaire, ça, c'était cardio. Et donc, si on n'a pas eu de courbature, sans être essoufflé, ça, c'était pas suffisamment fort au niveau de stimulation musculaire. Donc, là, pour moi, c'est vraiment quelque chose où rien d'autre pourra le remplacer. Elle peut manger aussi sainement qu'elle veut, elle peut méditer tous les jours, elle peut prendre ses hormones. Si elle ne fait pas de renforcement musculaire, ça va être compliqué de stimuler sa santé optimale. Un truc très important à partir de cet âge-là, c'est le côté stress chronique et notre système nerveux autonome sympathique, parce que on a typiquement soit on vit en stress chronique et donc ça a des conséquences sur notre équilibre de DHA, cortisol et progestérone, soit on ne vit pas en stress chronique du tout, on est super cool, mais parce qu'on a une sécrétion de progestérone qui commence à être insuffisante, eh bien, on se met en stress chronique parce que la progestérone n'a plus cet effet calmant. On a plus de sensibilité émotionnelle, moins de résilience émotionnelle, on a un sommeil de moins bonne qualité et à partir de là, physiquement, on est en stress chronique. Donc, c'est un serpent qui se mord la queue. Sachant qu'aujourd'hui, notre mode de vie, pour la plupart des femmes, ça sera quand même du stress chronique. Mais même si on ne l'est pas, la périménopause nous mettra en stress chronique. C'est aussi simple que ça. Avec les changements hormonaux, ça viendra. Donc, les pratiques de régulation de stress, pour moi, deviennent vraiment aussi indispensables. Et là-dedans, j'aime bien distinguer 3 choses à transmettre à la femme. Premièrement, les choses qu'elle peut faire elle-même. Pour beaucoup de femmes, la méditation et la cohérence cardiaque, franchement, je trouve que enfin, je dis beaucoup, mais j'en sais rien combien c'est en pourcentage, pour beaucoup de celles que j'ai rencontrées, c'est pas adapté. C'est pas adapté. En fait, c'est une pratique très masculine, si on réfléchit, c'est ce côté stoïque, moine bouddhiste, très masculine comme pratique. Notamment si on est dans un état d'anxiété, dans un état d'irritabilité, se poser et respirer calmement et observer ses pensées comme des nuages, c'est difficile.
Donc, les pratiques actives, où on fait des choses pour activer notre système nerveux parasympathique et notre nerf vague, vont souvent être plus accessibles. Donc, les choses comme le tapping, l'EFT, très facile à apprendre, manuel de l'EFT par Gary Craig, le chercheur qui a mis qui a décrit cette méthode et qui l'a mis en place. La respiration de type Wim Hof, je la trouve beaucoup plus efficace que la cohérence cardiaque. Tout ce qu'il... Alors après, il y a plein d'autres façons de respiration, mais active, où en fait, où on a une tâche à accomplir, on fait quelque chose activement. Souvent, c'est beaucoup plus accessible que la méditation posée classique. Cela dit, si la femme aime faire ça, si elle aime faire la méditation pleine conscience classique, eh ben, très bien, hein. Pas de problème du tout. Et puis, il y a des femmes qui comprennent bien l'utilité, mais elles n'arrivent pas ou elles ne veulent pas. Et dans ce cas-là, réfléchir à des méthodes qu'on va faire finalement par des gadgets de bien-être, des choses comme la stimulation transcutanée du nerf vague, j'ai mis transcutané, c'est débile. Alors, il y a transcutané, mais TAVNS, c'est transauriculaire. Donc, il y a transcutané, ici, des appareils qui font ici. Et il y a transauriculaire, donc c'est ça la TAVNS, c'est transauriculaire ici. Donc ça peut être utile pour certaines femmes. Le neurofeedback EGQ, ou beaucoup plus accessible pour la plupart, le neurofeedback dynamique, ça peut être utile. Donc, il y a maintenant des casques qui s'inspirent du neurofeedback pour guider. Vraiment, il ne faut pas hésiter sur les gadgets. Et bien sûr, il y a aussi des compléments alimentaires, mais ça dépassera l'idée de ce webinaire. Deuxième chose très importante pour moi à travailler, c'est le mindset, la vision des choses, la vision de la vie, parce qu'une femme avec un mindset extrêmement biaisé, avec un filtre devant ses yeux qui lui dit que sa vie est foutue, avec un filtre devant ses yeux qui dit qu'elle ne sera jamais en sécurité, que tout le monde est contre elle, qu'elle est la victime de toutes ces circonstances, avec un filtre qui lui dit qu'il n'y a jamais assez, eh bien, elle peut méditer autant qu'elle veut, elle sera toujours mal. Donc, travailler sur sa vision des choses va être aussi important. Et là-dedans, les lectures et le coaching de développement personnel va être beaucoup plus utile à ce moment-là que la méditation pleine conscience. D'accord ? On peut méditer autant qu'on veut. Si on regarde notre monde à travers un filtre qui nous dit qu'on ne voit rien, eh bien, en effet, on ne voit rien. Donc, pour certaines femmes, travailler sur le mindset va être beaucoup plus important que la méditation quotidienne. Il y a même des patientes où je vais leur dire les 20 minutes que vous passez pour méditer, comme vous n'avez pas plus, vous allez les passer à lire tel livre et tel livre et tel livre. D'accord ? Et troisième pilier d'action, c'est tout ce qui est intégration du passé. D'accord ? C'est-à-dire que si on a des événements qu'on n'a pas digérés, si on a des événements qui ressemblent à des plaies saignantes et sointantes de l'intérieur, ça c'est comme un nœud qui va nous empêcher d'avancer. C'est comme un bâton dans les roues qui fait qu'on a beau pédaler, ça avance pas. Donc, alors, moi, je suis pas méga fan voire pas fan du tout de psychothérapie, parce que chez moi, c'était pas mon truc. Donc, forcément, j'en parle peu. La chose que je vais dire à toutes mes patientes et tous mes patients, c'est que peu importe ce qu'ils choisissent, peu importe la méthode, peu importe la personne, aussi brillante soit-elle, grand maximum, grand maximum, 6 mois. Grand maximum, 10 séances. Parmi ce qui arrive plus tôt. Si on fait plus que 6 mois ou si on fait plus que 10 séances, le bénéfice qui a été apporté était apporté et on refait les tours de manège qui vont ancrer dans notre cerveau comme quoi c'est inguérissable.
Donc, les choses que j'ai citées, hein, parce qu'il me parle, tout ce qui est hypnothérapie, notamment E2R, Somatic Experiencing, ICT, ça c'est typiquement les choses qui se font en quelques séances. Donc, jamais je suis allée jusqu'à 10 séances avec un patient. En E2R, on est à quoi? On est à entre 2 et 5, grand max. D'accord? Le but d'une thérapie doit être de rendre le patient autonome, de lui permettre de comprendre le bug qui s'est créé dans ses connexions, et par la suite, c'est lui qui doit, une fois qu'il a compris que, ah oui, en fait, ça, c'était un filtre, bah, c'est à lui de se rappeler, ah oui, mince, par habitude, j'ai remis mon filtre, va falloir l'enlever. D'accord? Donc, rendre le patient autonome, la patiente, dans ce cas-là, ça devrait être le but de n'importe quelle thérapie. Et donc, n'importe quelle thérapie, et ça, c'est ce que je conseille à toutes mes patientes. Elles vont voir un ou une psy, elles vont voir un tel et tel coach. Je les demande, qu'est-ce que vous avez défini comme objectif et dans combien de temps? Ah ben, allez mieux. Non, ça, c'est pas un objectif. Qu'est-ce que vous devez pouvoir faire? Qu'est-ce que vous devez pouvoir sentir au bout de combien de temps? Si vous n'avez pas défini le temps, si vous n'avez pas défini l'objectif, ce n'est pas un très bon début. Parce que traiter une thérapie en tant que mouchoir, j'y vais pour me moucher et ensuite je laisse ça là-bas dans la poubelle, ça ne sert à rien parce que, eh bien, si on est toujours enrhumé, se moucher une fois, oui, ça apaise, mais par la suite, on est toujours enrhumé. Hein? Donc, important pour moi, ça c'est quelque chose où je vais insister chez tout le monde, voyez ça comme une béquille. Est-ce que vous avez envie de marcher avec une béquille pendant des années? Non, vous avez envie, au bout de quelques semaines, de l'abandonner. On va passer sur la partie, tout ce qui est plantes. Alors, ici, je ne vais pas parler, bien sûr, de toutes les plantes qui existent et qui peuvent être utiles. Excusez-moi. Je vais vous parler de celles que je trouve les plus utiles. Si vous avez d'autres habitudes et que je ne les ai pas nommées, et ben, que vous avez des habitudes avec cette plante et que vous en êtes ravis, et ben, super. Pour moi, ce qui est important à transmettre, notamment pour les personnes qui travaillent beaucoup avec des compléments alimentaires et les plantes, elles ne peuvent pas tout faire. Ok? Elles ne peuvent pas tout faire. Elles peuvent soulager légèrement certains symptômes. C'est tout. Et notamment, elles peuvent soulager un petit peu les symptômes du système nerveux. Elles ne vont pas pouvoir soulager la perte osseo-articulaire, de la densité osseuse, la perte musculaire. Elles vont pas pouvoir soutenir le système cardiovasculaire. On va pas pouvoir éviter les problèmes cardiovasculaires qui s'installent avec les plantes. On va pas pouvoir prévenir la plupart des cancers. On va pas pouvoir prévenir, réduire le risque des problèmes cardiovasculaires. On va pas pouvoir réduire les risques de démence. Les plantes, c'est quand les symptômes de la périménopause sont relativement douces et c'est pas une solution qui remplace la thérapie hormonale. Donc, certaines plantes peuvent avoir un effet assez intéressant sur les bouffées de chaleur et donc à ce moment-là permettre aux femmes notamment de mieux dormir. Là-dedans, il y a le simicifuga, le black cohosh en anglais. Il y a des plantes qui peuvent avoir un effet assez apaisant sur ce côté déprime qui peuvent s'installer, notamment le safran. Il y a des plantes qui peuvent nous aider à réguler notre réponse au stress, notamment l'ashwagandha et le rhodiola par sa protéine HSP70. On a des protéines protecteurs des effets de cortisol. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a une modulation de réponse, mais en plus, on a une protection du corps du stress. On a le gâtillier qui peut être intéressant par son effet dopaminergique. Il peut aussi être intéressant par son effet
de stimulation douce de progestérone, ce que je vous proposerai ici, c'est la chose que je dis à mes patientes, c'est que, on essaye sur 3 mois. Si l'effet n'était pas flagrant et suffisant au bout de 3 mois, va falloir penser à autre chose. Le gâtillier, typiquement, je le mets pour 3 mois et par la suite, il peut avoir un effet régulateur qui persiste. Certaines plantes, leur effet régulateur ne persiste pas et il faut continuer à les prendre au-delà. Mais pour certaines plantes, par exemple le gâtillier, ça c'est quelque chose que je peux très souvent arrêter au bout de 3 mois. Ça, c'est vraiment utile en préménopause, éventuellement en périménopause, mais encore une fois, gardez en tête que cela ne pourra pas tout faire. Les effets les plus intéressants de la thérapie hormonale, les plantes ne pourront pas le faire. Et puis, les plantes vont pouvoir aider avec un symptôme ou un système, comme par exemple le système nerveux ou le côté SPM, mais ils ne vont pas pouvoir agir sur tout. Et je ne sais pas si toutes les femmes veulent prendre toutes les plantes de toute leur vie. Alors, par la suite, il y a bien sûr la thérapie, la stratégie micronutritionnelle. Ça, pour moi, les 3 premières, c'est assez important. Magnésium, oméga 3, vitamine D, éventuellement avec K2. Ça dépend beaucoup à quel âge on commence. Donc, on a l'intérêt vraiment de ça à moyen et long terme. Ce que je dis toujours, ça c'est clairement au quotidien. Si on part en vacances et qu'on n'a pas envie de prendre notre vitamine D, les oméga et le magnésium, c'est pas grave de faire des pauses, c'est pas grave d'avoir des oublis, mais il peut avoir une petite rupture de la prise sans impact. Alors, zinc, sélénium, iode, ça peut être aussi des cofacteurs intéressants. Alors, l'iode, forcément, c'est quand même utile de vérifier qu'il n'y a pas de surdosage. Après, si on donne avec des taux physiologiques, par exemple 150 microgrammes pour l'iode, 14 mg pour zinc, etc. Si on donne dans les doses physiologiques, on ne risque pas de surdosage. Et ici, ça peut être assez intéressant pour notre fonction thyroïdienne qui est donc, comme on a dit, souvent impactée en préménopause et en périménopause. Puis le seed cycling, je l'ai mis ici. Alors pour le seed cycling, il y a très peu d'études, très très peu. C'est plutôt une pratique empirique, sachant que c'est ici quelque chose où on ne prend pas vraiment de risque. C'est des graines, donc c'est même pas des compléments alimentaires, c'est alimentaire. Et ce sont des graines qu'on va broyer. Donc on a aussi un effet intéressant pour les autres choses qu'elles apportent, les acides gras, les minéraux, le côté fibre. Et pour certaines femmes, il y a un effet vraiment flagrant, il y a un effet vraiment très palpable, régulateur de leur cycle, qui peut ici aussi être régulateur à long terme. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs patientes, elles ont fait ça sur 3-4 mois, elles ont arrêté parce qu'elles en avaient un petit peu marre et en fait, elles ont vu que le cycle reste assez bien régulé. Donc, comme si une fois tout repart bien, eh bien, ça leur permettait d'avoir encore, là, je pense à une femme où pendant presque 1 an, en fait, elle a plus de symptômes suite au seed cycling. Et alors, c'était pas la seule, et j'en ai eu des dizaines. Ça va pas marcher pour toutes les femmes, ça aussi c'est important. Plus les symptômes sont intenses, moins il y a de chances que ça va marcher. Mais je me dis ici, c'est quelque chose qui est vraiment alimentaire, donc on n'a pas d'impact de risque particulier, sauf bien sûr soucis personnels, individuels qu'il faut prendre en compte. Mais pour la plupart des femmes, ça peut être une stratégie qu'on peut tester si elle est d'accord à se broyer ces petites graines tous les jours. Et donc on arrive sur la partie THM, traitement hormonal de la ménopause. Alors, moi, je parle exclusivement du traitement bioidentique.
bioidentique veut dire que la structure de la molécule est identique aux hormones présentes dans notre corps et son action est identique aux hormones présentes dans notre corps. Ici, notre but serait de corriger une insuffisance hormonale, ce côté DOLA dont parle Michel Mouly, qui commence bien avant la ménopause. Et l'objectif pour la patiente serait d'un côté donc de soulager ses symptômes, améliorer sa qualité de vie et surtout avoir une meilleure prévention de la plupart des maladies. Parce que pour la plupart des maladies, que ça soit cardiovasculaire, cancer et osseux, les études montrent que plus tôt on commence, mieux c'est. Hein? Ce qui peut paraître logique, parce qu'une femme qui, par exemple, est ménopausée depuis 15 ans, son corps, c'est déjà depuis 15 ans minimum, et même depuis 25 ans, parce que la préménopause a commencé probablement environ 10 ans avant la ménopause. Donc, depuis 25 ans, son corps s'est dégradé à cause de manque d'hormones. Là, si son corps, depuis 15 ans, n'a plus de récepteurs hormonaux, donc là, si on commence à la supplémenter, même si on le fait dans certaines études, dans l'étude de l'équipe Bredesen autour d'Alzheimer, ils font systématiquement, ils mettent systématiquement tout le monde sous hormones bioidentiques. Les femmes sont toutes sur estradiol, progestérone, testostérone. Mais ce qu'on voit, c'est que premièrement, on doit commencer par des bébés-doses pour permettre au corps de restaurer des récepteurs. C'est dans un cadre d'une étude, donc c'est très, très, très surveillé. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut toujours faire au quotidien. Et puis, les effets sont pas du tout les mêmes que chez une femme où on commence tôt. Pourquoi? Parce que on doit réparer des dégâts qui ont été créés pendant 15 ans. Pendant 15 voire 25 ans, les dégâts se créent dans le corps. Eh bien, il nous faudra peut-être plus que les années qui restent à cette femme de vivre pour les corriger. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est, et c'est ce qu'on voit dans les recommandations internationales. Donc, au niveau de recommandations internationales, on conseille de traiter, d'introduire les traitements hormonaux quand les symptômes sont pénibles. Donc, c'est pas décrit ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire un symptôme pénible? Eh bien, c'est la femme qui dit. Autrement dit, c'est à voir avec chaque femme. Si la femme vient vous voir, il faut vraiment creuser pour qu'elle vous dise oui, peut-être parfois j'ai un tout petit peu de bouffée de chaleur. Ça sonne pas comme un symptôme particulièrement pénible. Une femme qui vous dit je dors mal, je suis pas bien, j'ai un moral dans les chaussettes. Là, c'est un symptôme pour moi qui est assez pénible. Donc finalement, c'est très subjectif l'indication et c'est très dépendant de la situation de la femme. Ainsi, ça va être aussi très dépendant du médecin face à elle. Qu'est-ce qu'il interprète comme pénible? Il y a certains médecins, la femme peut pleurer devant eux et elle n'était pas très bien, ça va quoi, ça arrive. Donc c'est très 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 subjectif, mais sachez que les recommandations internationales disent bien symptômes pénibles, handicapants, traitement peut être commencé. Et puis il y a pas mal de discussions sur le fait de commencer les traitements en prévention, même s'il n'y a pas de perte, s'il n'y a pas de symptômes pénibles. Donc, notamment pour le côté cardiovasculaire et osseux, ça semble intéressant de commencer ce traitement, même chez une femme qui n'aurait pas des symptômes particulièrement durs. Sachant que pour la plupart des femmes, ce n'est pas une histoire de si elle aura un symptôme, c'est plutôt une histoire de quand est-ce que ce symptôme viendra et à quelle intention, à quelle intensité il viendra. Dans les pays anglophones, l'introduction du traitement hormonal se fait presque systématiquement pour
la qualité de vie de la femme et pour ce côté prévention. On a donc, même si les règles sont réguliers, si on a ces symptômes de fluctuation, ces symptômes de yo-yo, on a souvent une meilleure tolérance de tout le reste, on a une stabilité clinique, on a une femme qui va bien, et une femme qui va bien, c'est aussi une femme qui peut mieux s'occuper d'elle-même, de ses enfants, de ses collègues, de ses clients. Donc, c'est une femme qui fait du bien, sa santé, elle fait du bien à elle-même, à son entourage et à la société. Je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas ça. Alors, si on commence un traitement THM hormonal bioidentique, les mêmes précautions sont là. On a besoin d'un bilan initial pour éliminer des contre-indications. Les contre-indications absolues sont des cancers actifs. Alors, j'ai mis cancer hormonodépendant actif, mais en fait, n'importe quel cancer actif, on ne voudra surtout pas mettre ce traitement. Pourquoi? Parce que parmi ces actions, il y a la stimulation de renouvellement cellulaire et la plupart des cancers vont en profiter même plus que nos cellules saines. Si on a une maladie thromboembolique non stabilisée ou bien si on a une insuffisance hépatique. Donc, quand on a eu un cancer hormonodépendant dans le passé, officiellement, ça reste une contre-indication. Maintenant, il y a les experts qui argumentent que ce n'est pas une contre-indication à vie. Par exemple, le docteur Molly le mentionne aussi. Il y a des experts internationaux aussi qui disent, qui s'appuient sur les études qui montrent que les femmes qui ont eu un cancer du sein, même hormonodépendant, une fois qu'il est stabilisé, dans le sens où il est complètement en rémission, traitement terminé, les supplémenter semblerait de baisser le risque de récidive que ne pas les supplémenter. Hein? Donc, si on a eu un cancer hormonodépendant, bien sûr que c'est toute une autre discussion, mais plus tôt on commence le traitement, eh bien, plus on réduit le risque aussi de cancer. Ça ne sera pas non plus des réductions de risque magiques, hein, ça ne l'élimine pas, mais plus on commence ce traitement tôt, plus on améliore la qualité de vie de la femme tôt. On sait que parmi les choses qui augmentent le risque de cancer de sein, il y a le manque de sommeil, il y a le stress chronique, il y a l'état inflammatoire. Tout ça qui peut être amélioré par une amélioration d'hygiène de vie. Donc, même si le traitement hormonal, alors, il n'augmente pas le risque, ça c'est vraiment important à retenir, le traitement hormonal bioidentique n'augmente aucunement le risque ni cardiovasculaire, ni le risque de cancer de sein, même si l'HAS continue à le dire. C'est faux. Ça, c'était pour le traitement progestatif, pas pour la progestérone micronisée. Le traitement bioidentique n'a pas d'impact sur l'augmentation de risque ni de cancer de sein, ni cardiovasculaire, ni veineux. Et donc ici, sur le THM plus précisément, on a aussi des différences entre la France et l'international. En France, la plupart des médecins restent très sceptiques parce qu'ils suivent les recommandations françaises qui ont encore une fois pas mal de retard sur le reste du monde. La France est énormément encore sous l'effet de l'étude de Women Health Initiative qui a été publiée en 2002. Elle voit surtout les risques qui ne sont pas justifiés. Cette étude était extrêmement biaisée et extrêmement mal interprétée, alors qu'à l'international, on sait très bien que les bénéfices est beaucoup plus important que les risques si l'initiation se fait à l'heure. Et sachant que quand on s'éloigne de plus de 10 ans de ménopause, c'est pas qu'on a vu qu'il y a un risque beaucoup plus augmenté, c'est que on voit surtout moins de bénéfices. C'est surtout ça. En France, on prescrit encore beaucoup de progestatifs de synthèse et en France, on prescrit encore beaucoup d'estradiol par la bouche, alors qu'à l'international, il y a dans les habitudes la préférence pour le traitement bioidentique beaucoup plus installée. En France, on a encore une fois cette recommandation qui dit de commencer une fois la ménopause est confirmée, qui est un non-sens biologique. À l'international, les recommandations disent bien qu'on peut commencer
avant la ménopause, notamment si on a des symptômes pénibles. Ce qui est différent aussi, c'est au niveau suivi. En France, on a uniquement une surveillance clinique qui est recommandée, alors qu'à l'international, on peut, selon certaines recommandations, proposer un dosage hormonal de suivi pour voir si le taux, notamment d'estradiol, est dans la fourchette qui a été montrée la plus bénéfique pour ces effets de prévention. Donc, pour les médecins parmi vous, important à retenir, les recommandations en France ne respectent pas les recommandations européennes, ils ne respectent pas les recommandations de l'IMS, International Menopause Society, et donc, je ne sais pas, en tant que médecin, quand on est conscient de ça, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas conscients, puisqu'ils n'ont pas participé à ce webinaire, ils n'ont pas fait forcément de recherche eux-mêmes, ils font confiance à nos instances, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, à partir du moment où on est conscient, j'espère que vous avez compris que l'installation du traitement hormonal pour la femme bioidentique a l'intérêt de commencer à partir du moment où elle en a besoin et non pas à partir du moment où l'HAS est d'accord. Pour terminer, je vous propose de retenir les messages clés pour moi. Donc, la périménopause, c'est un processus. Tout ça, c'est un processus qui va commencer vers 35 ou 40 ans et qui ne va se terminer que le jour où la femme est enterrée. Les fluctuations hormonales sont d'abord étalées sur plusieurs années et une fois qu'on n'a plus de fluctuations hormonales parce qu'on n'en a plus d'hormones, l'impact de ce manque hormonal va continuer de l'année en année. Plus on agit tôt, mieux c'est pour la femme et on ne peut pas compter sur le THM en ignorant tout le reste, comme on ne peut pas compter sur l'hygiène de vie et ignorer ce que pourrait faire le traitement hormonal. Aucune mesure d'hygiène de vie ne pourra remplacer le traitement hormonal et aucun traitement hormonal ne pourra remplacer les mesures d'hygiène de vie. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous propose qu'on passe à la partie questions. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation très complète. Si ça vous convient, je vous laisse peut-être découvrir les questions, sélectionner celles auxquelles vous souhaitez répondre parce qu'il y en a eu énormément et à mon avis, on n'aura pas le temps de toutes les faire. Donc voilà, faites peut-être un peu le tri et moi, je prends 2 minutes pour présenter SimpliCure. Pour ceux du coup qui ne connaîtraient pas encore, SimpliCure, c'est un outil donc pour les praticiens de santé, que vous soyez médecin, naturopathe, diététicienne, peu importe, c'est un outil qui va vous permettre de recommander facilement vos compléments alimentaires en un seul et même endroit. Donc l'objectif, c'est vraiment pour vous d'avoir accès au catalogue le plus large. Ce slide n'est même plus à jour, on est à près de 3000 produits différents, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les besoins. Donc, vous avoir un suivi simplifié, pouvoir vraiment sélectionner ce qui est intéressant pour votre patient et pour lui, avoir un seul endroit où tout commander, un seul frais de port, un seul colis. Donc, ce côté vraiment pratique et du coup, on observe une meilleure compliance dans les recommandations que vous allez pouvoir faire. Si je vous montre très concrètement comment ça se passe en vous partageant mon écran, quand vous vous connectez à SimpliCure, déjà, vous avez l'académie qui est disponible ici. Donc, il y avait pas mal la question. Le replay d'aujourd'hui sera disponible dès demain pour que vous puissiez vous y replonger ou voir la fin si vous avez dû nous quitter un peu plus tôt. Et puis, vous allez pouvoir créer une recommandation en accédant à notre fameux catalogue qui dispose évidemment de différents filtres pour pouvoir trouver ce que vous cherchez par objectif santé, par marque de laboratoire. Et puis, vous pouvez alors ajouter les produits que vous souhaitez recommander à votre patient, à votre client. Vous pouvez évidemment spécifier les posologies, aller vraiment dans le détail pour que tout soit clair pour lui. Et puis, il n'y a plus qu'à mentionner ses coordonnées et envoyer. Il recevra un mail de notre part avec un petit lien pour passer commande et recevoir tout ça très, très rapidement.
SimpliCure, c'est un outil qui est tout à fait gratuit. Donc, ça n'engage à rien. Je vous mets un petit lien si vous souhaitez le découvrir. Comme ça, un de mes collègues pourra prendre contact avec vous et vous présenter comment l'intégrer dans votre pratique. Voilà, j'ai fait rapide. Je vous laisse, si vous voulez, commencer à répondre aux questions, si ça vous va. Merci Flavie. Alors, juste pour les personnes qui souhaitent poser des questions, si c'est possible, s'il vous plaît, posez-les dans la partie Q&A, Q&A, parce que sinon, c'est compliqué pour moi de remonter toute la discussion pour trouver les bonnes les questions entre les discussions. Donc, si c'est possible pour vous, si vous avez posé la question dans la partie chat, dans la partie discussion, si vous pouvez la reposer dans la partie Q&A pour que je puisse mieux les voir. Alors, donc, pour répondre à quelques questions, en effet, il y en a eu beaucoup. Je ne vais pas pouvoir répondre aux des questions qui demandent exactement quelle prise en charge à faire pour tel type et tel type de problème. Parce qu'en aucun cas, je pourrais donner un conseil complet sans avoir la connaissance du dossier complet. Par exemple, une question, que rechercher comme testo-androgène en excès, SOPK, mais libido effondré. Il y a beaucoup de choses à rechercher, un bilan un peu plus complet à faire parce que androgène, cela ne veut rien dire et ça veut dire beaucoup de choses et en excès. Pour vous dire, ça c'est rare qu'il y a tous les androgènes qui sont en excès. La plupart du temps, il y a soit aucune véritablement en excès, soit une élevée alors qu'une autre peut être effondrée. Donc, c'est une question, ce type de question, je ne peux pas répondre parce que la réponse serait beaucoup trop complexe et dépendra surtout de connaissance du dossier. Alors, concernant une question, quel serait le bilan sanguin type à faire lors de cette période? Si on cherche à écarter les contre-indications, c'est un bilan sanguin standard. On veut juste écarter une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, etc. Donc, on veut être sûr que le traitement peut être commencé comme n'importe quel traitement. Maintenant, si votre question est quel est le bilan pour mieux comprendre les différentes parties on va dire, de sa santé, ça va bien sûr être orienté par d'autres choses. Et encore une fois, ça dépend beaucoup de la personne. Pour ceux qui sont médecins entre vous, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais proposé un mentorat. On a une place qui reste, donc un mentorat où vous présentez votre cas clinique et on discute des choses qu'il faut faire. Et donc là, vous présentez votre cas clinique avec toutes les questions que je vous pose. Comme ça, j'ai en effet un peu plus d'informations et je peux guider. Donc, si ça vous intéresse, il reste une place pour ce mentorat. Et à ce moment-là, vous pouvez me contacter. Mais des questions de comment faire dans tel et tel cas, ça, c'est impossible de répondre, ou bien la réponse sera incomplète, ou elle ne prendra pas en compte les nuances importantes. J'aime bien la question de Julie qui demande les ouvrages mindset. Bien sûr que ça dépend de vos préférences. Alors, au niveau francophonie, j'aime beaucoup conseiller la théorie Let Them de Mel Robbins. J'aime beaucoup conseiller Le courage de ne pas être aimé par les auteurs japonais dont j'ai le nom. Le mindset au niveau francophone, en fait, ça dépend beaucoup de la personne. Donc, en fait, j'ai pas forcément la liste parce que ça s'adapte un petit peu. Après, au niveau... non, ça c'est en anglo-saxon. En anglais, il y a clairement, si vous avez une patiente qui parle anglais, ça sera beaucoup plus simple parce qu'en anglais, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais en anglais, par exemple, je conseille rien que gratuitement, hein, c'est gratuit, d'aller écouter les podcasts avec Peter Crone comme invité.
Voilà, ça c'est extrêmement efficace pour reconnaître des filtres qu'on a devant nos yeux et pour les enlever. Mais pour commencer, ça peut être la théorie LEDZEM, ça peut être le courage de ne pas être aimé. Ça pourrait être Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, qui est plus centré sur la relation, la négociation, mais qui apprend pas mal des choses à comment garder notre cadre sans tomber dans le cadre de l'autre et comment ne pas trop s'influencer par de trop se faire embarquer dans le côté émotionnel, ce qui peut pas mal nous aider à prendre conscience des choses qu'on a besoin de changer. J'ai sans doute plein d'autres références, mais juste là, elles ne me viennent pas. Donc, désolée, je n'ai pas toute la liste, mais peut-être qu'on peut commencer avec cela. Alors, Mona, la viande rouge étant inflammatoire ne va pas aggraver. S'il vous plaît, regardez la vidéo que je vais poster aujourd'hui ou qui va peut-être déjà être postée. C'est un mensonge. La viande rouge n'est pas pro-inflammatoire. OK? Alors, concernant les protéines, la whey, non, la whey, je ne la conseille pas. Une protéine assez pro-inflammatoire. Je vais conseiller alors, en animal, je vais conseiller la protéine de bœuf hydrolysée. Je vais conseiller le collagène, notamment quand il y a des impacts osseo-articulaires. Je vais conseiller en végétal, si c'est en végétal, la pea protein, la protéine des petits pois, mais pas vraiment la veille. Alors, l'activité physique le matin à jeun est-elle particulièrement délétère du fait de dérèglement du cortisol matinal à partir de 40-50 ans? Amandine qui demande ça. Alors, eh bien, Amandine, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de la femme et ça dépend de l'activité physique. Si la femme veut aller faire son footing de 45 minutes le matin, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Par contre, le renforcement musculaire, pour certaines femmes, c'est une chose excellente à faire le matin à jeun. Notamment quand c'est une session courte, 20-30 minutes. Pour certaines femmes, ça leur fait énormément de bien. Alors que pour d'autres, en effet, on va proposer une activité physique plutôt vers le temps de midi ou l'après-midi. Une question de Sandy. Quel recul a-t-on sur le traitement bioidentique par rapport à l'ancien? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question sur lequel recul, mais écoutez, il y a environ 25 ans de recul comparatif. Donc, je dirais qu'il est plutôt bon et on a cette intégration dans l'IMS, dans l'International Menopause Society, comme quoi le traitement hormonal bio-identique n'a pas du tout les mêmes risques et les mêmes impacts que le traitement synthétique d'avant. Sandra demande où est-ce qu'elle peut me suivre, sous quel nom? Sous mon nom, Sina Gombert, sur les réseaux, tous, sauf YouTube. J'ai pas de chaîne YouTube. Mais Instagram, TikTok et LinkedIn, sachant que je suis le plus sur Instagram. À part Gabrielle Lyon, qui d'autre recommandez-vous par rapport à l'alimentation? Je n'ai pas dit que je recommande Gabrielle Lyon, je dis juste qu'elle est une grande experte dans le sujet, sachant que la plupart de ses conseils sont vraiment du bon sens. Mais ce côté d'hyperprotéiné, il va pas forcément, en fait, je trouve qu'il va pas forcément aller à certaines femmes. C'est une experte avec un passé militaire qui met une énorme importance à tout ce qui est entretien musculaire, ce qui se voit, hein, elle a un corps extrêmement bien développé sur le plan musculaire, elle est en excellente forme, mais la raison pourquoi je ne vais pas juste copier-coller ses conseils, c'est parce que ça ne me va pas en fait, c'est que je suis un petit peu moins intense qu'elle et donc je travaille avec des femmes qui
qui ont une vie un peu comme moi. Ils peuvent avoir des enfants, un travail, un conjoint, des amis, des parents. Et elle aussi, d'ailleurs, elle a des enfants, mais on n'a pas la rigueur militaire nécessaire pour faire 1 heure par jour dans la salle et manger 30 grammes de protéines. Donc, c'est une experte que je considère beaucoup dans mon esprit, mais je ne peux pas forcément suivre et copier-coller ses conseils à la lettre. Alors, une question intéressante, THM conseille jusqu'à la fin de la vie d'une femme. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il est conseillé jusqu'à la fin de la vie d'une femme parce que ça va dépendre de la femme et de comment elle passe sa vie. Cependant, les recommandations internationales disent que le THM peut être poursuivi jusqu'à donc toute la vie de la femme si l'indication est là. Quelle serait l'indication? L'indication serait que si on arrête, la femme va moins bien. Eh bien, ça peut arriver à beaucoup de femmes. L'effet d'arrêt de traitement hormonal ne se verra pas chez tout le monde de tout de suite. Hein. Il y a des femmes très sensibles. Hein. Si elles, par exemple, elles partent en vacances une semaine et mince, elles ont oublié leur traitement, et ben, on ne sait pas à quel point c'est effet placebo ou non, mais ça va être assez marquant pour elles de ne pas avoir leur traitement. Il y a des femmes où on peut tout à fait faire une pause et elle ne va pas avoir un effet très embêtant pour elle. Donc, ça dépend de la femme. Cependant, il faut savoir, comme avec n'importe quel traitement hormonal, l'effet de ce traitement s'arrête à la dernière prise. D'accord? Tout comme à une personne qui est en hypothyroïdie. On ne va pas lui dire arrêtez ce traitement au bout d'un moment. Bah, elle retombera très probablement en hypothyroïdie. À une personne qui est en hypoestrogénie par sa ménopause, bah, l'arrêt de traitement l'amènerait de nouveau en hypoestrogénie. Donc, les recommandations internationales disent qu'on peut poursuivre ce traitement à vie si l'indication est là. Les recommandations françaises disent qu'on doit le poursuivre le plus court temps possible. Heureusement, il y a maintenant les gynécologues, très peu de gynécologues, mais il y en a qui commencent à remettre en question ça. Mais pour le moment, les recommandations françaises insistent sur le fait que 2-3 ans, ça peut suffire. Parce qu'a priori, au bout de 2-3 ans, on n'est plus en ménopause. C'est bon. Et puis, je vais peut-être répondre à une dernière question. Place de la DHA chez la femme ménopausée. Alors, si, je vais répondre à une avant-dernière question, parce qu'il y en a une ou une autre. Alors, pas dans les recommandations officielles. Il y a aujourd'hui beaucoup d'utilisation de la DHA parmi des médecins avec cette approche intégrative parce qu'il y a des études de très bon niveau qui montrent l'intérêt de la DHA chez la femme. Dans ces études, alors ce qui pourrait être amélioré, c'est qu'elles prenaient des femmes ménopausées, parfois à partir de 50 ans, parfois à partir de 60 ans, parfois même plus tard, plus âgées, et elles les supplémentaient en DHA sans l'avoir dosé. Alors, ce qui est pour moi un petit peu surprenant. Typiquement, quand je supplémente avec une hormone, j'aurais bien aimé savoir d'où est-ce qu'on part. Mais dans les études où on faisait ça avec plusieurs centaines, voire milliers de femmes, eh bien, elles étaient toutes supplémentées avec DHA. On faisait ça aussi pour les hommes. Et on voyait que c'était une supplémentation de 6 à 12 mois, donc une étude quand même alors, on ne peut pas dire que c'est à long terme, mais elle n'était pas trop courte. Et on avait vu qu'il y avait vraiment pas d'effets secondaires. En revanche, il y avait des effets bénéfiques, notamment sur la partie métabolique et notamment sur la graisse abdominale. Quand on sait comment la DHA agit sur le corps, on peut espérer peut-être aussi des effets sur l'entretien osseux, sur la régulation d'inflammation et sur l'entretien de la neuroplasticité. Mais ça, ce n'est pas encore suffisamment étudié. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y a très probablement un intérêt, il y a très peu de risques d'effets secondaires. C'est une hormone qui peut être transformée en testostérone et oestrogène dans les tissus. Donc, les mêmes contre-indications vont aussi pour la DHA que pour le THM.
Et j'espère qu'il y aura plus d'études à ce sujet parce que pour le moment, ça ne figure pas dans les recommandations. En France, de toute façon, non, mais pas non plus à l'international. Et enfin, Sylvie pose la question, traitement HPM, THM avec un arrêt mensuel. Alors, en effet, c'est la façon de laquelle beaucoup de médecins, notamment gynécologues, prescrivent le THM en France. Ils disent de faire une fenêtre d'arrêt qui peut être de quelques jours. Donc, il n'y a pas de recommandation fixe. Il y a certains qui disent 3 jours, d'autres qui disent 5 jours, d'autres qui disent, voilà, un petit peu, c'est chacun choisit. Cette recommandation n'existe pas au niveau international et elle n'est pas, elle ne semble pas avoir une place, en tout cas, dans les recommandations internationales. Ce que je vois, c'est que à l'international, il y a certains gynécologues, notamment anglophones, Phyllis Gersh en fait partie, qui conseillent de prendre la progestérone de manière cyclique, donc environ 14 jours par mois pour mimer la phase lutéale d'avant. Elle argumente cela sur le fait que la progestérone, parmi son effet calmant, elle calme aussi l'expression des récepteurs à l'estradiol. Et donc, si on prend la progestérone en continu, on risquerait de devoir augmenter les doses d'estradiol ou prendre des doses d'estradiol plus importantes pour avoir le même effet. Un argument qu'elle ne donne pas, mais qui pourrait aussi être intéressant, c'est que dans les études, on voit que oui, la progestérone est importante, que la femme a son utérus ou non, c'est pas uniquement pour la prévention de surstimulation de l'endomètre, c'est aussi important pour le système nerveux. Cependant, ce qu'on voit dans les études, c'est que moins on en donne, mieux c'est, dans le sens où on a un certain besoin pour avoir cet effet protecteur de notre utérus, de notre endomètre, mais il y a clairement un bénéfice de la donner à plus petite dose et pas forcément un mois par rapport à en continu. Notamment par rapport à la diminution de risque de cancer. Est-ce que ça peut se croiser avec l'argument du docteur Gersh qui dit bah, en donnant la progestérone en continu, on a besoin des doses plus élevées d'estradiol? Je ne sais pas. On n'a pas encore suffisamment de recherches à ce sujet-là. Ce sont des réflexions intégratives, les réflexions fonctionnelles. Ils ne sont pas encore beaucoup représentés dans la science, peut-être. Ce que moi je fais, c'est que ça va, comme toujours, moi je vais toujours dire que ça va dépendre de la patiente. Il y a des femmes qui voient nettement une différence entre un moment où elles prennent la progestérone et le moment où elles ne prennent pas. C'est-à-dire qu'elle prend la progestérone, elle a un effet bénéfique sur son sommeil, elle a un effet bénéfique sur son niveau de tension nerveuse. Elle prend pas la progestérone et cet effet, il n'est pas là. Elle peut avoir donc sa supplémentation en estrogène qui est bien conduite, c'est-à-dire qu'on a un apport en estrogène suffisant, mais elle voit le bénéfice apporté pour la progestérone. Pour cette femme-là, je ne vais pas lui conseiller de faire une fenêtre thérapeutique parce qu'elle le sent. Elle sent à chaque fois qu'elle est dans sa pause de progestérone. La première nuit ou peut-être les premiers 2-3 jours peuvent aller, mais par la suite, elle est moins bien. Donc, à ce moment-là, je ne vois pas l'intérêt d'insister sur cette fenêtre thérapeutique pour courir son sommeil. Concernant la fenêtre thérapeutique des estrogènes, eh bien, encore une fois, à l'international, ce n'est pas quelque chose qui se fait. On peut, parce que ça serait aussi finalement de mimer le cycle, d'arrêter les estrogènes entre 3 et 5 jours, c'est de mimer les règles où le taux des estrogènes est très bas. Donc, ça, c'est une hypothèse. Peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est mauvaise, on n'en sait rien. J'ai pas vu d'études qui comparaient les personnes qui prenaient le THM en continu avec les personnes qui mimaient le cycle. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est mieux. Il y a eu suffisamment des cas en médecine où on avait une hypothèse, on avait une idée, elles sont tellement logiques, elles sont tellement géniales, mais en vrai, ça ne tient pas la route.
Donc, euh, ça, ce côté de la fenêtre d'arrêt, ça dépend de la femme, mais sachez qu'au niveau international, c'est pas du tout systématique. Et je pense qu'on peut arrêter là. Oui, merci à vous. Déjà pour la présentation qui était très complète et très détaillée, merci aussi pour toutes ces réponses et le temps que vous nous avez accordé. Je propose aux personnes qui auraient encore d'autres questions de les poser dans le petit formulaire qui va vous être présenté juste à la fin en quittant ce webinaire. Donc, merci encore énormément, docteur, pour votre présence et pour tous ces partages vraiment intéressants. Merci beaucoup, merci pour votre